Chapitre 25. Madame Jennings s'attachait tous les jours davantage aux habitants de la chaumière et surtout à Elinor. La parfaite bonté du caractère de cette femme, l'amitié qu'elle leur témoignait si franchement, leur faisait oublier ses petits défauts, si légers en comparaison de ses excellentes qualités. Madame Dashwood, qui voyait en elle la meilleure, la plus indulgente des mères, lui pardonnait bien volontiers son ton un peu trop trivial et ses manières un peu vulgaires. Emma s'amusait de sa franche et grosse gaieté. Elinor, toujours bonne, toujours simple, indulgente par caractère, disposée à la bienveillance et à trouver que les qualités du cœur valent bien celles de l'esprit, aimait beaucoup la bonne Jennings et ne s'apercevait presque plus de ce qui lui manquait. Mais Maria, la sensible, la délicate Maria, ne pouvait s'accoutumer à son langage, à ses manières, et tout en convenant cependant qu'elle avait assez de chaleur dans les sentiments et de complaisance pour ceux des jeunes gens, elle ajoutait toujours « Quel dommage que son esprit et son goût n'y répondent pas !» et fuyait sa société autant qu'il lui était possible. Aux approches de la fin de l'année, Madame Jennings commença à tourner ses pensées vers Londres et à désirer d'y retourner. Après la mort de son mari, qui s'était enrichi dans le commerce, elle quitta la cité et prit une très élégante maison près de Portman Square. Ses filles avaient épousé l'une un baronnet, l'autre un bon gentilhomme. Elles passaient toute la belle saison chez l'une ou chez l'autre, et l'hiver les réunissait à la ville. Cette année, elle avait prolongé son séjour à Barton en faveur du voisinage. Mais lorsqu'enfin elle se fut décidée à partir, elle demanda un jour aux demoiselles Dashwood de l'accompagner à Londres et d'y demeurer quelque temps avec elle, en les assurant avec sa cordialité accoutumée qu'elle ne pouvait plus se passer de leur société. Maria rougit de plaisir à cette invitation et ses yeux s'animèrent. Elinor n'y fit nulle attention, et croyant que sa sœur pensait là-dessus comme elle exprima sa reconnaissance à Madame Jennings en l'accompagnant d'un refus positif. Le motif qu'elle alléguait était leur résolution décidée de ne point quitter leur mère, et surtout pendant l'hiver. Madame Jennings parut surprise et répéta son invitation en les pressant vivement de l'accepter. « Vous comprenez bien, jeune fille, dit-elle, que j'ai déjà demandé l'avis de la maman. Il est tout à fait conforme au mien. Elle est charmée que vous alliez un peu respirer l'air de Londres. Ainsi, c'est tout arrangé, et j'ai mis dans mon cœur de vous avoir chez moi. Vous ne me gênerez pas du tout. Ma maison est assez grande à présent que j'ai marié Charlotte. Et quant au voyage, j'envoie Betty la première par le coche pour nous recevoir. Nous pouvons très bien tenir 3 dans ma chaise. Une fois en ville, tout ira de soi-même. Si vous me trouvez trop vieille, si vous vous ennuyez chez moi ou dans ma société, vous pourrez toujours aller avec l'une de mes filles. Vous voyez comme je les ai bien mariées. Si je n'en fais pas autant de vous, ce ne sera pas ma faute. Et peut-être avant la fin de l'hiver, le serez-vous toutes les deux. J'ai un soupçon, dit Sir George, que si on consulte mademoiselle Maria, elle n'aura aucune objection contre ce projet. Mais sa sœur aînée sera plus difficile à gagner. Ai-je deviné, Miss Maria? Je parie que oui. Et vous avez raison, dit-elle avec sa franchise ordinaire. Oui, je l'avoue, je serais parfaitement contente d'aller à Londres cet hiver. Ce serait un si grand bonheur pour moi qu'à peine puis-je l'exprimer. C'est vous dire, chère dame, que votre invitation vous assure pour jamais ma plus tendre reconnaissance. Elinor entendit très bien ce que sa sœur voulait dire et ce qui l'attirait si puissamment à Londres. Elle devait y trouver Willoughby. Que fallait-il de plus? Elinor aimait Maria trop tendrement pour pouvoir se résoudre à l'affliger, en mettant trop d'obstacles à ce qu'elle désirait avec tant d'ardeur. Pressée donc de nouveau par Madame Jennings, elle se contenta cette fois de s'en remettre à la décision de leur mère, qui, par bonté pour ses filles, disait-elle, avait cédé à l'envie de leur procurer un plaisir, mais qui souffrirait certainement de se séparer d'elle. À peine eut-elle achevé cette phrase que Maria reprit la parole avec plus de vivacité encore que la première fois, en s'écriant « Ah mon Dieu, ma sœur, croyez-vous réellement que notre départ lui serait si pénible? Alors il ne faut pas songer. Ma bonne, ma tendre mère, non, non, nous ne devons pas la quitter. Si notre absence la chagrine, si elle est moins heureuse, moins bien soignée. Ah non, non, rien au monde ne pourrait me forcer à la laisser. N'est-ce pas, Elinor? Il n'en est plus question. » Elinor embrassa tendrement sa sœur
et reconnut là cette chaleur de sentiment qui l'entraînait également d'un côté ou d'un autre, suivant l'avis de son cœur. Mais elle n'osa pas se flatter qu'elle persistât longtemps dans cette sage résolution. En effet, lorsqu'elles rentrèrent chez elles, elles trouvèrent leur bonne maman transportée de l'idée de ce voyage et des plaisirs que ses filles auraient à Londres. Et sans doute aussi son orgueil maternel était flatté en pensant combien elle serait admirée. Maria reprit bien vite alors son envie de partir, dès qu'elle se crut sûre de ne plus chagriner sa mère. Et dès que celle-ci vit combien sa fille chérie le désirait, elle devint plus pressante et finit par l'ordonner positivement. Elle ne voulut entendre aucune objection, insista pour le départ et détailla avec sa vivacité ordinaire tous les avantages qui devaient en résulter. « C'est précisément, disait-elle, ce que je souhaitais le plus au monde, sans oser le demander à cette bonne Madame Jennings. Mais les cœurs de mère s'entendent, et le sien a deviné mon désir. Emma a été un peu trop dissipée cet été. Son éducation en a souffert. Seule avec elle, je m'en occuperai uniquement, je lui donnerai des leçons. Nous lirons, nous ferons de la musique ensemble, et lorsque vous reviendrez, vous serez, je suis sûre, surprise de ses progrès. J'ai aussi un petit plan de quelques réparations dans vos chambres, qui se feront sans inconvénient pendant votre absence. Et je suis charmée que vous ayez l'occasion de voir et de connaître les manières et les amusements de la bonne compagnie de Londres, où peut-être votre goût et vos talents se perfectionneront. Vous entendrez de la musique excellente, Maria. Vous verrez des collections de superbes tableaux, Elinor. Et ce qui vaut mieux encore, vous retrouverez là votre frère. Et quels que soient ses torts, ou plutôt ceux de sa femme, quand je songe qu'il est le fils de mon cher Henri, je ne puis supporter que vous soyez si entièrement étrangers les uns aux autres. Vous n'avez pas l'air aussi contente que je le voudrais, ma chère Elinor. Je l'avoue, maman, dit-elle. Quoique votre extrême bonté pour nous vous fasse lever tous les obstacles à ce voyage, j'en vois encore un cependant, qui me paraît presque insurmontable. Maria fit un mouvement de dépit et baissa la tête d'un air boudeur. « Et quoi donc » dit madame Dashwood. « Qu'est-ce que ma prudente Elinor trouve à redire à ce plan? Quel formidable obstacle sa raison va-t-elle mettre en avant? Je vous prie au moins de ne pas dire un mot sur la dépense. Je pourvoirai à tout ce qu'il faudra. Et les filles de monsieur Henry Dashwood paraîtront dans le monde comme elles doivent y paraître. »« Allons, parlez, sage Elinor, dit-elle avec son charmant sourire. Quelles sont vos objections ? Mon objection, ma mère, me coûterait à dire, si ce n'était pas absolument entre nous. J'aime Madame Jennings de tout mon cœur. J'ai la meilleure opinion d'elle et de son caractère. Je sais que nous pouvons compter sur des soins vraiment maternels. Mais son ton et peut-être ses relations de société ne sont pas ce que vous désirez pour vos filles. Elle ne peut ni nous protéger, ni nous donner aucune considération dans le monde. Et mon frère lui-même trouvera mauvais peut-être, ou du moins ma belle-sœur, que nous demeurions chez elle. « C'est vrai, à quelques égards, répliqua sa mère, mais vous serez très peu dans sa société, et vous paraîtrez toujours en public avec Lady Middleton. D'ailleurs, Madame Jennings est riche, tient une bonne maison, et belle-mère d'un baronnet. Il n'en faut pas davantage à Fanny, et même à John, pour la trouver de très bonne compagnie. » Si Elinor est effrayée d'aller à Londres avec Madame Jennings, dit Maria, elle peut rester ici. Moi, je n'ai point de tels scrupules, et il m'en coûtera peu de me mettre au-dessus de cet inconvénient avec une personne aussi bonne, aussi obligeante. Elinor ne put s'empêcher de sourire en pensant combien elle avait eu de peine à persuader Maria d'être seulement polie avec cette femme qu'elle avait déclarée, dès le premier abord, être la personne la plus commune et la plus ennuyeuse qu'elle eût jamais rencontrée. Son indulgence actuelle était une si forte preuve de son envie de rejoindre Willoughby que malgré toute la répugnance qu'Elinor avait pour ce voyage, vu qu'elle pouvait y rencontrer Edward, elle résolut de ne pas abandonner à elle-même une jeune personne aussi passionnée, et la pauvre Madame Jennings au soin de veiller sur elle, et à l'ennui de n'avoir pas même l'agrément de sa société, car elle était convaincue que Maria passerait seule dans sa chambre tous les moments où elle ne serait pas avec Willoughby, pour penser à lui en liberté. Elle se décida donc à être du voyage, d'autant plus qu'elle se rappela que Lucie lui avait dit qu'Edward ne serait à la ville qu'au mois de février, et qu'elle espérait être alors de retour à la chaumière. « Allons, c'est donc arrangé, dit madame Dashwood.
Vous y irez toutes les deux, et vous verrez que vous vous amuserez extrêmement à Londres, surtout en y étant ensemble. Elinor, principalement, y trouvera un grand avantage, en ayant l'occasion de faire la connaissance de la famille de sa belle-sœur et de voir madame Ferrars. Elinor rougit. Elle avait eu souvent le désir de prévenir sa mère de l'état des choses, pour que le coup fût moins frappant quand elle apprendrait la vérité. Mais c'était le secret de Lucie, qu'elle ne pouvait pas trahir. Elle se contenta donc de dire avec beaucoup de calme « J'aime Edward Ferrars, et je serai toujours charmée de le voir. Mais quant au reste de sa famille, il m'est complètement indifférent de les connaître ou non. » Madame Dashwood sourit et ne dit rien. Maria leva les yeux au ciel avec l'air de l'étonnement et du scandale. La chose étant décidée, madame Jennings reçut dans la journée les remerciements de la mère et l'acceptation de ses filles, qui la mit dans une grande joie. Elle donna toutes les assurances imaginables des soins qu'elle en aurait, ce dont madame Dashwood n'avait aucun doute. Sir George aussi fut enchanté. C'étaient 2 personnes de plus pour ses dîners, ses bals et ses assemblées. Lady Middleton leur dit en termes choisis et civils qu'elle serait charmée de les retrouver à Londres. Les 2 Miss Steeles, et surtout Lucie, assurèrent que cette nouvelle les rendait tout à fait heureuses. Elinor prit enfin son parti de ce voyage. Quoique très raisonnable, elle n'était pas insensible au plaisir de voir Londres pour la première fois. D'ailleurs, sa mère en était si contente, et sa sœur si transportée de joie, qu'elle ne put se défendre de partager leur plaisir. Maria n'était plus pensive, plus soupirante, plus mélancolique. Elle reprit toute sa gaieté, tout son enthousiasme, et redevint plus belle, plus brillante qu'elle ne l'avait jamais été. Elle attendait le moment de partir avec une grande impatience, et quand le jour si désiré arriva, quand il fallut dire adieu à sa mère, son cœur parut près de se rompre. Elle était baignée de larmes, et dans cet instant, elle aurait volontiers consenti à rester, quitte à en pleurer tout le reste de l'hiver. Madame Dashwood était aussi très affectée. Elinor fut la seule qui, par son courage, adoucit le chagrin de la séparation, en répétant combien elle serait courte et en parlant du jour du retour. C'étaient les premiers jours de janvier. Les Middleton devaient suivre dans une semaine, et les chères cousines Steeles restaient avec eux au parc jusqu'au jour du départ. Chapitre 26. La prudente Elinor ne pouvait pas se trouver dans l'équipage de madame Jennings, commençant un voyage sous sa protection et devant vivre chez elle, sans s'étonner beaucoup de cette situation. Une si courte connaissance, tant de différences dans leurs âges, dans leurs manières, dans leur état, lui aurait paru des objections insurmontables. Mais ces objections avaient cédé, sans la moindre difficulté, à la passion de sa sœur, au désir de sa mère. La bonne Elinor, en dépit de ses réflexions et de ses doutes sur la constance de Willoughby, ne pouvait pas être témoin du ravissement de Maria, de l'espoir du bonheur qui brillait dans ses yeux, sans se rappeler douloureusement combien son sort était différent, et que tout espoir, tout bonheur, était anéanti pour elle. Il ne lui restait pas même le doute. Elle excusait d'autant plus volontiers Maria qu'elle sentait combien ce voyage aurait eu aussi de charme pour elle s'il avait été animé par la même perspective. Elle était aussi bien aise d'accompagner sa sœur, ou pour partager son bonheur, si son Willoughby était fidèle et lui offrait sa main, ou pour adoucir ses peines dans le cas contraire. La chose serait bientôt décidée. Suivant les apparences, il était à Londres, puisque Maria était si pressée de s'y rendre. Elinor, qui n'avait plus d'autre objet en vue et qui prenait un si vif intérêt au bonheur de sa sœur, était bien décidée à tâcher d'acquérir toutes les lumières possibles sur le vrai caractère d'un homme qui avait autant d'influence sur sa sœur, et de surveiller sa conduite avec tout le zèle de l'amitié. Si le résultat de ces observations n'était pas favorable à Willoughby, elle voulait à tout prix éclairer sa sœur sur les dangers de son attachement. Si au contraire elle l'en jugeait digne, elle voulait se préserver elle-même de faire des comparaisons et d'envier son sort, et pouvoir se livrer entièrement à la satisfaction de la voir heureuse. Leur voyage dura 3 jours. La conduite de Maria pendant ce temps-là fut la preuve de ce que madame Jennings pouvait attendre d'elle si elles avaient été en tête-à-tête. Dans ses regards animés brillaient, il est vrai,
la joie et l'espérance, mais tout entière à ses sentiments, à ses pensées, plongée dans ses tendres méditations, elle n'ouvrait la bouche que pour s'informer de la distance où on était de Londres, dire au cocher d'aller plus vite, ou s'extasier sur quelque point de vue romantique, et ne s'adressait alors qu'à sa sœur. En échange, Elinor prit le parti d'être polie pour deux, et de tâcher à force d'attention que Madame Jennings ne remarquât pas la conduite de sa sœur. Elle causait avec elle, riait avec elle, écoutait des histoires triviales 100 fois répétées, et Madame Jennings, de son côté, leur témoignait à toutes deux toute la bonté imaginable, était en continuelle sollicitude pour leur bien-être et leur plaisir, consultait leur goût pour commander leur dîner aux auberges, et ne se fâchait contre Maria que lorsqu'elle se refusait à le dire ou qu'elle ne mangeait pas. Elles arrivèrent à la ville le 3e jour, à 4 heures de l'après-midi, charmées de sortir de leur voiture où elles étaient fort serrées et de se reposer auprès d'un bon feu. La maison était belle, les appartements meublés avec élégance, tout annonçait le bien-être d'une riche veuve. Mesdemoiselles Dashwood furent mises en possession des chambres que Lady Middleton et Madame Palmer occupaient avant leur mariage. Elles étaient encore ornées de paysages brodés en soie, en chenilles, preuve parlante de la bonne éducation qu'elles avaient reçue dans les meilleures pensions de Londres. Comme l'heure du dîner de Madame Jennings était fixée à 7, Elinor voulut employer cet intervalle à écrire à sa mère et s'assit pour cet effet devant une table. Maria vint bientôt la rejoindre et se plaça vis-à-vis d'elle en prenant aussi une feuille de papier et en choisissant une plume. « J'écris à maman, lui dit Elinor, qui avait déjà commencé. Ne feriez-vous pas mieux, Maria, de différer votre lettre d'un jour ou deux ? Je ne veux pas écrire à la chaumière, dit Maria, et commençant très vite, comme pour éviter les questions. Elinor n'en fit point, persuadée, sans qu'elle lui demandait, qu'elle écrivait à Willoughby, et concluant de là que quelque mystérieuse que fût leur correspondance, elle existait certainement, et que Maria était sûre de ses intentions, et vraisemblablement engagée avec lui. Cette idée qui traversa rapidement sa pensée lui fit un grand plaisir, et anima son style. Elle voulut le faire partager à sa bonne mère. « Maria, lui dit-elle, vous écrira par le premier courrier, et vous dira sans doute combien elle est heureuse, etc., etc., etc. » Sa lettre se remplissait des détails de leur voyage et de leur arrivée, etc. Celle de Maria, qui n'était qu'un billet, fut bientôt finie, pliée et cachetée. Elinor jeta un regard sur l'adresse et distingua un grand W qui ne lui laissa plus aucun doute. Maria sonna et pria le laquais qui vint de porter cette lettre à la petite poste. Elle continua à être très animée, mais c'était plutôt de l'agitation que de la gaieté, et cette agitation s'augmentait graduellement. Elle put à peine manger quelque chose, et quand elles furent rentrées dans le salon, elle n'écoutait pas même ce qu'on disait, n'était attentive qu'au roulement des carrosses, et courait sans cesse du coin du feu à celui de la fenêtre, où elle resta enfin debout, pour voir tout ce qui se passait dans la rue. Elinor était charmée que Madame Jennings, occupée ailleurs, n'en fût pas témoin. L'heure du thé les réunit. Maria était alors dans un état d'émotion presque douloureux à force d'être vif. Chaque coup de marteau dans les maisons voisines la faisait rougir et pâlir lorsqu'elle voyait qu'elle s'était trompée. Enfin, un beaucoup plus fort fut l'annonce d'une visite. Aucune autre personne que celle à qui elle avait écrit ne pouvait savoir encore leur arrivée. Elinor ne douta pas qu'on ne vînt annoncer M. Willoughby, et Maria s'approcha de la porte par un mouvement involontaire, l'ouvrit, écouta au-dessus de l'escalier, et entendit une voix d'homme demander si mesdames Dashwood étaient au logis. Elle rentra dans un trouble qui tenait presque du délire, et s'approchant d'Elinor, elle lui dit en se jetant dans ses bras « Oh, c'est lui, c'est bien lui !» Elinor lui avait à peine dit « Au nom du ciel, chère Maria, calmez-vous, que la porte s'ouvre et… » Le colonel Brandon paraît. Maria, au désespoir, sort de la chambre, même sans le saluer. Il la suivit des yeux avec un étonnement douloureux. Mais se remettant promptement, il s'approcha d'Elinor et lui souhaita le bonjour, ayant l'air content de la revoir. Elinor était fâchée sans doute du désappointement de sa sœur, mais elle l'était encore plus de son impolitesse pour un homme aussi estimable. Il était cruel pour lui d'être reçu de cette manière par une femme à qui il était si tendrement attaché.
Elle espéra que peut-être il n'y avait pas fait attention, mais à peine l'eut-elle salué avec l'air de l'amitié qu'il lui demanda d'une voix altérée si mademoiselle Maria était malade. « Oui, monsieur, lui dit-elle en saisissant cette idée. Elle est sujette à des vertiges, et la fatigue du voyage a augmenté cette disposition. C'est sans doute ce qui l'a obligée à sortir. » Il l'écouta avec la plus grande attention, tomba dans une sorte de rêverie, dont il sortit tout à coup en parlant à Elinor de leur séjour à Londres, du plaisir qu'il avait eu à l'apprendre, et en lui donnant des nouvelles de madame Dashwood, d'Emma, de ses amis du parc. Ils continuèrent à s'entretenir en apparence avec calme, mais tous les deux occupés de toute autre chose que de leur conversation. Elinor mourrait d'envie de lui demander si Willoughby était à Londres, mais elle craignait d'augmenter sa peine en lui parlant de son rival. Enfin, pour amener peut-être l'entretien sur ce sujet, elle lui demanda si lui-même avait toujours habité Londres depuis qu'il avait quitté Barton Park. Oui, répliqua-t-il avec quelque embarras, presque toujours. J'ai été 2 ou 3 fois à Delaforte pendant peu de jours, mais bien malgré moi, je vous assure, je n'ai pu retourner au parc. La manière de répondre, triste, embarrassée, rappela à Elinor le moment de son départ et toutes les conjectures de madame Jennings. Elle craignait d'avoir témoigné une curiosité indiscrète et se tut. Madame Jennings entra et salua le colonel avec sa gaieté accoutumée. « Je suis enchantée de vous voir, cher colonel, et bien fâchée de ne m'être pas trouvée là quand vous êtes entré. J'avais, comme vous comprenez, 1000 choses à faire et à arranger chez moi, après une si longue absence. Mais à présent, je puis sortir de mon salon quand je voudrais. On ne le trouvera pas vide, et personne ne s'apercevra que la vieille maman Jennings n'est pas là, n'est-ce pas, colonel, que j'ai fait de jolies recrues? Mais je vous en conjure, comment avez-vous appris que nous étions à la ville? Je n'ai pas encore vu une âme. J'ai eu le plaisir de la prendre chez madame Palmer, où j'ai dîné. Ah, chez ma Charlotte! Donnez-moi bien vite des nouvelles. Aurai-je bientôt un petit-fils? Madame Palmer est très bien, et je suis chargée de vous dire qu'elle viendra sûrement vous voir demain. Je l'espère. Où est donc Maria? Vous ne l'avez pas vue encore, colonel? Ne suis-je pas bonne de vous l'avoir amenée? Mais comment vous arrangerez-vous avec monsieur Willoughby? J'ai grand peur pour vous, colonel. Ah, la charmante chose que d'être jeune et belle. J'ai été jeune aussi. Et si je n'étais pas belle comme Maria, ni jolie comme Elinor, je n'en ai pas moins eu un bon mari qui m'aimait de tout son cœur. Qu'aurais-je pu avoir de mieux avec la plus grande beauté? Si seulement elle vivait encore. Voici 8 ans que je le pleure. Et sa physionomie, épanouie de joie comme à l'ordinaire, prit une expression un peu moins animée, ses yeux, brillants de gaieté, s'humectèrent. Allons, allons, ne parlons plus de cela, c'est inutile. Les larmes ne me le rendront pas. Parlons plutôt des vivants. Vous êtes-vous bien amusé, colonel, depuis que vous nous avez quittés si cruellement à Barton? Eh bien, après avoir bien crié contre vous, on prit son parti de votre absence et on s'amusa tout autant. Demandez à mademoiselle Maria si elle s'en aperçut. Je devinais à l'instant où elle était allée avec son bon conducteur. Mais pour votre affaire si pressante, je n'ai que des conjectures. À présent que tout est fini, dites-moi ce que c'était. Point de secret entre amis. Il répondit avec sa douceur et sa politesse accoutumées, mais sans satisfaire en rien sa curiosité. Elinor se mit à préparer le thé. Madame Jennings fit appeler Maria, qui fut obligée de paraître. Elle salua le colonel avec une profonde tristesse et une parfaite indifférence. Il devint peu à peu tout aussi triste et aussi absorbé qu'elle. Et malgré les persécutions de madame Jennings pour qu'il passât la soirée avec ces dames, il s'en alla immédiatement après le thé. Aucune autre visite ne se présenta. L'abattement de Maria augmentait à mesure qu'elle perdait l'espoir, et de très bonne heure, chacune alla se coucher. Maria se leva le lendemain, rayonnante d'espérance. Son désappointement de la veille était oublié. Il lui était impossible que cette journée ne fût pas plus heureuse. Le déjeuner était presque fini quand madame Palmer entra en riant aux éclats, et pouvant à peine dire et répéter combien elle était contente de revoir sa bonne mère et ses chers amis. Elle était à la fois surprise de leur arrivée, en colère de ce qu'elles avaient refusé son invitation, bien aise qu'elles eussent accepté celle de sa mère. « Et monsieur Palmer, ajouta-t-elle, comme il s'impatiente de vous voir,
Il n'a jamais voulu venir, quoiqu'il n'eût rien d'autre à faire. Mais il était de mauvaise humeur. Il est toujours si drôle, monsieur Palmer. Après 1 heure ou 2 passées à causer sans rien dire, à rire sans sujet, à parler de plusieurs individus dont les demoiselles Dashwood ne connaissaient pas le nom, Madame Palmer leur proposa de les mener dans quelques magasins pour faire leurs emplettes. Maria aurait préféré de rester, mais enfin, désirant aussi d'acheter quelques parures, espérant faire quelques heureuses rencontres, elle se laissa entraîner. Partout où elles allèrent, son unique occupation fut de veiller à la porte des magasins où elles entraient sur tout ce qui se passait dans la rue. Ses yeux étaient sans cesse en activité, attachés sur les trottoirs, et pénétraient au fond des voitures. Et quand elle était forcée de venir donner son opinion sur quelque objet de mode, c'était avec une telle distraction qu'il était facile de voir qu'elle pensait à toute autre chose. Les couleurs de son teint variaient à chaque instant. Sa sœur souffrait presque autant qu'elle de la voir dans cette agitation. On ne put obtenir son avis sur aucune emplette. Rien ne lui plaisait, rien n'attirait son attention. Elle ne témoignait qu'une extrême impatience de retourner à la maison. Elinor, qui voyait à regret sa sœur se donner en spectacle, aurait aussi désiré la ramener, mais il n'était pas facile de l'obtenir de Madame Jennings et de sa fille. La première causait avec tous les marchands, s'informait des modes, des nouvelles, etc. L'autre se faisait tout montrer, essayait tout, admirait tout, n'achetait rien et riait sans cesse. Il était donc assez tard lorsqu'elles rentrèrent au logis. Maria courut à perdre haleine et, quand Elinor entra, elle la trouva avec un mélange de dépit de ce que Willoughby n'était pas venu, et de plaisir de ne pas l'avoir manqué. « Est-ce qu'il n'est venu aucune lettre pour moi ?» dit-elle au laquais qui apportait les papiers. « Non, madame. En êtes-vous sûre ? Informez-vous s'il n'est venu personne me demander. » Il ressortit et revint bientôt en disant « Non, madame, personne. »« C'est cruel, c'est étonnant, » dit-elle à voix basse en retournant vers la fenêtre. Elinor la regarda avec inquiétude. « Oh, ma mère, pensait-elle, combien vous avez eu tort de permettre un engagement de cœur entre une fille si jeune et si passionnée et un jeune homme si peu connu et si mystérieux. »« Chère Maria, dit-elle à sa sœur, vous êtes mal à votre aise, je le vois, et je le comprends. »« Pas du tout, dit Maria en s'efforçant de sourire. Je n'éprouve qu'une impatience très naturelle en vérité, mais je n'ai pas le moindre doute, et je serais très blessée qu'on me témoignât la moindre défiance sur un ami que j'estime autant que j'aime, et qui m'expliquera sûrement aujourd'hui ce qui m'étonne, sans me fâcher. » Elinor se tut. Qu'aurait-elle pu dire? Mais elle se promit, si Willoughby ne paraissait pas de quelques jours, de représenter à sa mère la nécessité de parler à Maria. Madame Palmer et une amie intime de Madame Jennings, qu'elle avait rencontrée, vinrent dîner et passer la soirée avec elle. La complaisante Elinor consentit à faire un whist avec ces dames. Maria ne savait aucun jeu et n'était pas complaisante. Sa soirée, bien plus pénible que celle de sa sœur, s'écoula dans le trouble, l'anxiété et le tourment d'une attente sans cesse trompée. Elle essaya de lire, mais sans le pouvoir. Son ouvrage de broderie n'eut pas plus de succès. Elle rêva au coin du feu, se promena, de la porte à la fenêtre, soupira beaucoup, et fit bien pitié à sa sœur. Chapitre 27. Si le temps continue d'être aussi beau pour la saison, dit Madame Jennings en déjeunant, Sir George ne quittera pas encore Barton. Il lui en coûterait trop de perdre un jour de chasse. Ah, c'est vrai, s'écria Maria avec gaieté, et en courant à la fenêtre pour examiner le temps. Je n'y avais pas pensé. Ces beaux jours d'hiver doivent inviter tous les chasseurs à rester à la campagne. Cette idée releva ses esprits et lui rendit tout son espoir. Willoughby, chasseur déterminé, n'était sûrement pas à Londres. Il n'avait pas reçu sa lettre. Son absence, son silence étaient expliqués. Et tous les nuages élevés dans l'âme de Maria furent dissipés. Madame Jennings avait eu là une heureuse idée. « Il est sûr, dit Maria en s'asseyant à la table du déjeuner et en prenant une tartine qu'elle mangea avec appétit. « Il est sûr qu'il fait un délicieux temps de chasse, comme ils doivent être heureux. Mais j'espère cependant, je crois, veux-je dire, qu'il ne durera pas longtemps.
Dans cette saison, c'est impossible. Nous aurons bientôt de la neige, de la gelée, qui rappellera tous les chasseurs et tout le monde en ville. Cette extrême douceur de temps ne peut pas durer. Dans un jour ou deux, peut-être, il y aura du changement. Voyez comme le jour est clair. Il peut geler cette nuit et demain... Et dans peu de jours, nous aurons Sir George et Lady Middleton, dit Elinor pour détourner l'attention de Madame Jennings. Actuellement, pensait-elle, je suis sûre que Maria écrira à Hautecombe par le courrier de ce soir. Écrivit-elle en effet ? C'est ce qu'il fut impossible de découvrir. Mais elle continua d'être de très bonne humeur, heureuse de penser que Willoughby était à la chasse, plus heureuse encore d'espérer qu'il arriverait bientôt. La matinée se passa en course chez des marchands, où elle laissait des cartes chez les connaissances de Madame Jennings pour les informer de son retour en ville. Maria, qui n'avait plus la crainte de manquer Willoughby en sortant, ou l'espoir de le rencontrer dehors, alla où l'on voulut et fut assez bonne enfant. Mais sa principale occupation était d'observer la direction du vent et les variations de l'atmosphère. « Ne trouvez-vous pas qu'il fait beaucoup plus froid qu'hier, Elinor ?» lui disait-elle. « Cela augmente sensiblement. Je suis sûre qu'il gèlera cette nuit. Et... » Elle se taisait. Mais Elinor achevait intérieurement sa phrase, et les chasseurs rentreront en ville. Elle était en même temps amusée et peinée de cette vivacité de sentiment qui faisait passer tour à tour sa sœur du désespoir à la joie et rapportait tout à l'unique objet dont elle était occupée. Quelques jours se passèrent sans gelée et sans Willoughby, et Maria les trouva longs et ennuyeux. Ni elle ni Elinor ne pouvaient cependant se plaindre en aucune manière de leur genre de vie chez Madame Jennings. Il était tout autre qu'Elinor ne l'avait imaginé. La maison, située dans le beau quartier de Berkeley Street, était montée sur un grand ton d'élégance et d'aisance. À l'exception de quelques vieilles connaissances de la cité, dont Lady Middleton n'avait pu obtenir l'expulsion, toute la société de Madame Jennings était très distinguée. Elle présenta ses jeunes amis de manière à leur attirer 1000 politesses. La figure très remarquable de Maria, les grâces d'Elinor, leur gagnèrent bientôt l'admiration et l'amitié de tous ceux à qui Madame Jennings les présentait. Mais dans les premiers temps de leur séjour à Londres, leurs plaisirs se bornèrent à quelques rassemblements peu nombreux, soit chez Madame Jennings, soit ailleurs, où Elinor faisait tous les soirs un grave whisk, tandis que Maria s'ennuyait à la mort en comptant les jours et les heures, en soupirant après les frimas qui devaient lui ramener son ami. Le colonel Brandon, ayant reçu une invitation de Madame Jennings pour tous les jours, n'en laissait point passer sans venir prendre le thé avec ces dames, lorsqu'elle restait à la maison. Il regardait Maria, il parlait à Elinor, qui le trouvait chaque jour plus aimable et plus intéressant, et qui voyait avec un vrai chagrin que son amour pour Maria, loin de diminuer le moins du monde, augmentait visiblement. Il lui parlait peu, mais ce regard ne l'abandonnait pas. Il suivait tous les mouvements de cette figure si belle, si expressive, paraissait au ciel lorsqu'elle lui adressait la parole, et tombait dans une sombre mélancolie quand elle ne lui parlait pas. Environ une semaine après leur arrivée en ville, en rentrant un matin après une promenade en voiture, elles trouvèrent une carte sur la table avec le nom de Willoughby. Maria la saisit avec une émotion qui fit craindre à sa sœur qu'elle ne se trouvât mal. « Bon Dieu !» s'écria-t-elle. « Quel bonheur ! Il est enfin à Londres ! Mais quel chagrin qu'il soit venu pendant notre absence et que je suis fâchée que nous soyons sortis ce matin !» Des larmes remplirent ses beaux yeux. Elinor, très touchée, lui dit qu'elle reviendrait sûrement le lendemain. « J'en suis sûre à présent, » dit Maria en pressant contre son cœur la précieuse carte. Madame Jennings entra. Elle s'échappa en emportant avec elle la carte et le nom qui lui annonçait un bonheur si passionnément désiré. Elinor fut contente, et de la joie de Maria, et de pouvoir enfin étudier Willoughby. Mais Maria reprit toutes ses agitations à un plus haut degré. Elle n'eut plus un instant de tranquillité. L'attente de voir d'un instant à l'autre entrer cet être adoré la rendait incapable de tout. Elle ne parlait ni n'écoutait plus, et dès le lendemain, elle refusa positivement, sur un léger prétexte, d'accompagner Madame Jennings et sa sœur à la promenade accoutumée du matin. Elinor n'insista pas et n'osa refuser à Madame Jennings d'aller avec elle. Mais malgré tous ses efforts, elle fut presque d'aussi mauvaise compagnie que l'aurait été sa sœur.
Elle ne pouvait détourner ses pensées de la visite de Willoughby, dont elle n'avait aucun doute. Elle voyait, elle sentait l'émotion de Maria, et regrettait de n'être pas avec elle pour la soutenir, et pour juger avec plus de calme les dispositions de Willoughby. À son retour, qu'elle pressa autant qu'il lui fut possible, elle vit au premier regard qu'elle jeta sur sa sœur que Willoughby n'était pas venu. Maria était l'image parlante d'un abattement tout près du désespoir. Elinor la regardait avec la plus tendre compassion lorsque le laquais entra en tenant un billet. Maria courut au-devant de lui, l'arracha de ses mains en disant vivement « Pour moi, est-ce qu'on attend ?»« Non, madame, c'est pour ma maîtresse. » Elle avait déjà lu l'adresse et jeté le billet avec dépit sur la table. « Pour madame Jennings, c'est rien pour moi. C'est désespérant, en vérité. C'est pour en mourir. » « Vous attendiez donc une lettre ?» dit Elinor, incapable de garder plus longtemps le silence. Maria ne répondit rien. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Vous n'avez aucune confiance en moi, chère Maria ?» continua Elinor après une courte pause. « Ce reproche est singulier de votre part, Elinor, vous qui n'avez de confiance en personne. »« Moi ?» répondit Elinor avec quelque embarras. « Je n'ai rien à confier. »« Ni moi, sans doute, » répondit Maria avec énergie. « Nos situations sont donc tout à fait semblables. Nous n'avons rien à nous dire l'une à l'autre. Vous parce que vous cachez tout, moi parce que je ne cache rien. Mais quand vous me donnerez l'exemple d'une confiance plus particulière, alors je le suivrai. » Elinor se tut en étouffant un soupir. Qu'aurait-elle pu dire? Le secret qui oppressait son cœur n'était pas le sien. Elle ne pouvait le trahir. Et pourquoi parler d'un homme qu'elle voulait oublier, d'un sentiment dont elle voulait triompher? Mais elle sentit qu'elle ne pouvait pas, dans de telles circonstances, exiger la confiance de Maria. Madame Jennings entra, ouvrit son billet et le lut tout haut. Il était de sa fille, Lady Mary Middleton, qui lui annonçait leur arrivée à Londres le soir précédent et la priait, ainsi que ses belles cousines, de venir passer la soirée chez elle. Les occupations de Sir George et de son côté un peu de rhume les empêchaient de venir à Berkeley Street. L'invitation fut acceptée, mais quand l'heure d'y aller arriva, Elinor eut beaucoup de peine à persuader Maria qu'elle ne pouvait honnêtement s'en dispenser. Willoughby n'avait point paru, n'avait point écrit, et le tourment d'une attente continuelle et toujours trompée avait tellement irrité les nerfs de cette pauvre jeune fille qu'elle l'assurait, sans en dire la cause, n'être pas en état de sortir. Mais un motif plus fort de rester au logis était la crainte de manquer encore la visite tant désirée. Madame Jennings vint de nouveau au secours d'Elinor par ses sages réflexions. « Il faut bien que vous veniez, Maria, » lui dit-elle, « car je parie que Sir George aura rassemblé tous les amis de Barton Park. » Maria rougit et courut chercher son châle. Elle fut reçue à Conduit Street comme elle était au parc, avec l'élégante cérémonie et la froide politesse de Lady Middleton, et avec la bruyante cordialité et la bonne humeur de Sir George. « Soyez les bienvenues, mes belles voisines, » dit-elle en leur serrant la main. « J'ai invité pour ce soir une douzaine de couples de jeunes gens. J'aurai 2 violons, et nous nous amuserons. Ce n'était pas trop l'avis de ma femme, mais le mien a prévalu, et je pense que vous serez de mon parti. J'ai bien couru ce matin pour arranger cela. À Londres, c'est plus difficile qu'à Barton. Il y a plus de monde, mais aussi plus de plaisir. » En effet, Lady Middleton, quoiqu'elle aimât la danse, aimait mieux encore une belle représentation. Elle trouvait qu'à la campagne un bal impromptu pouvait passer, mais à Londres, elle craignait de compromettre sa réputation d'élégante. Lorsque l'on saurait que l'on avait dansé chez Lady Middleton avec 2 violons seulement et une simple collation. Monsieur et madame Palmer étaient de la partie. Mesdemoiselles Dashwood n'avaient point vu le premier depuis leur arrivée, non plus que sa belle-mère, qu'il traitait avec une indifférence mal déguisée sous un air de dignité et d'importance. Il les salua légèrement lorsqu'elles entrèrent, sans avancer d'un pas et sans les regarder, pendant que sa femme les étouffait de caresses et riait aux éclats de ce que son cher amour n'avait pas l'air de les reconnaître. « Ce sont mesdemoiselles Dashwood, monsieur Palmer !» Il fit comme s'il n'entendait rien. « Monsieur Palmer, c'est ma mère. Eh bien, voyez comme il est drôle. Il est dans ses humeurs de ne pas m'écouter. » Maria en faisait bien autant. En entrant,
elle parcourut le salon d'un regard. Il n'y était pas, et pour elle, il n'y avait personne. Elle s'assit tristement dans un coin, également mal disposée pour avoir du plaisir ou pour en donner. Il y avait environ 1 heure qu'ils étaient rassemblés lorsque M. Palmer, sortant de sa rêverie, s'avança en bâillant auprès d'Elinor, exprima sa surprise de les voir en ville, quoique ce fût chez lui que le colonel Brandon eût appris leur arrivée. « D'honneur! Je croyais que vous passiez tout l'hiver en Devonshire. »« Vraiment ?» dit Elinor en riant. « Quand y retournez-vous ?»« Je l'ignore. » Les violons arrivèrent, la conversation finie, on se prépara à danser. Jamais Maria n'avait été si peu en train. Enfin, cette mortelle soirée finie, sans avoir vu encore Willoughby. « Je n'ai de ma vie été plus fatiguée, » dit Maria en entrant dans la voiture. « Le parquet n'a point d'élasticité. »« Ne cherchez pas chicane à ce pauvre parquet, » dit en riant Madame Jennings. « Vous l'auriez trouvé assez bon si vous l'aviez parcouru avec quelqu'un que je ne veux pas nommer. Vous ne seriez alors pas du tout fatigué. À dire vrai, ce n'est pas trop honnête à lui de ne pas venir danser avec vous quand il était invité. »« Invité ?» s'écria Maria. « Il était invité ?»« Oui, ma fille me l'a dit, et Sir George aussi, qui l'a rencontré ce matin et l'a fort pressé de venir. » Maria ne dit plus rien, mais sa contenance annonçait combien elle était blessée. Elinor l'était aussi, et résolut d'écrire à sa mère le matin suivant, d'éveiller ses craintes sur la santé de Maria et de l'engager à exiger sa confiance. Elle fut confirmée dans cette résolution en s'apercevant le lendemain après déjeuner que Maria écrivait à Willoughby, car à qui d'autre qu'à lui pouvait-elle écrire? Avant dîner, Madame Jennings sortit pour quelques affaires. Elinor commença sa lettre. Maria, trop inquiète pour lire, trop agitée pour travailler, allait d'une fenêtre à l'autre ou se promenait dans la chambre les bras croisés ou assise devant le feu dans une attitude mélancolique. Elinor fut très pressante dans ses supplications à leur mère. Elle lui racontait tout ce qui s'était passé depuis leur arrivée, ses soupçons sur l'inconscience de Willoughby, et la conjurait au nom de ses devoirs de mère et de sa tendresse pour Maria d'exiger d'elle un aveu positif de sa situation. Sa lettre était à peine finie qu'un coup de marteau annonça une visite. Maria, fatiguée d'espérer, se hâta de sortir pour ne pas entendre annoncer une autre personne que Willoughby. Un regard amical sur Elinor fut interprété par cette dernière comme une prière muette, de la faire demander si c'était lui. Ce n'était pas lui. C'était encore le bon colonel Brandon. Il paraissait plus triste qu'à l'ordinaire. Après avoir exprimé à Elinor sa satisfaction de la trouver seule, comme s'il avait quelque chose de particulier à lui dire, il s'assit à côté d'elle en silence et comme oppressé de ses pensées. Elinor, persuadée qu'il avait quelque chose à lui communiquer qui concernait sa sœur, attendait impatiemment qu'il commençât. Ce n'était pas la première fois qu'elle avait cette conviction. Souvent déjà, quand Maria sortait ou restait rêveuse dans un coin du salon, le colonel s'approchait d'Elinor, lui disait avec l'air du plus grand intérêt « Mademoiselle Maria n'est pas bien aujourd'hui » ou bien « Votre sœur est bien absorbée ». Il s'arrêtait. Il hésitait. Elle voyait dans son regard qu'il avait quelque chose à dire de plus, qu'il n'osait pas prononcer. Cette fois, après quelques instants d'hésitation, après s'être levé et rassis, il lui demanda d'une voix tremblante quand il pourrait la féliciter de l'acquisition d'un frère. Elinor n'était pas préparée à cette question et n'ayant pas de réponse prête, elle fut obligée de dire, comme on dit toujours, « Je n'entends pas, je ne comprends pas. Parlez-vous de mon frère John, sont-ils arrivés ?» Il essaya de sourire et répliqua avec une espèce d'effort. « Vous ne voulez pas me comprendre. J'entends. Les engagements de votre sœur avec M. Willoughby de Hautecombe. Ils sont connus généralement et j'ai cru... »« Ils ne peuvent être connus, » dit Elinor, « puisque la famille les ignore. » Il parut très surpris. « Je vous demande 1000 pardons, » dit-il. « Je crains à présent que mes questions n'aient été très indiscrètes, mais je ne pouvais imaginer qu'il y eût du mystère, puisqu'ils correspondent ouvertement et que tout le monde parle de leur mariage. »« Tout le monde en parle, dites-vous ? Vous me surprenez toujours davantage. Dites-moi, je vous prie, par qui vous en avez été informé ? » «
plusieurs personnes. Il y en a que vous ne connaissez pas, d'autres avec qui vous êtes très liés, comme par exemple Madame Jennings, les Palmer, les Middleton. Malgré cela, je ne l'aurais pas cru parce qu'on cherche toujours à douter de ce que l'on craint. Mais l'autre matin, en entrant ici, je vis accidentellement une lettre entre les mains du domestique qui ne cherchait pas à la cacher. Elle était adressée à Monsieur Willoughby et de l'écriture de votre sœur. Je vous ai demandé si elle se mariait, mais j'en étais déjà convaincue. Est-ce que tout est conclu définitivement? Ne me reste-t-il aucun espoir? Mais non. Lors même qu'il y aurait des obstacles insurmontables, je n'ai aucun droit, aucune chance de jamais succéder. De grâce, excusez-moi, bonne Elinor. Je dis trop sans doute et j'ai grand tort, mais je sais à peine ce que je dis et je me confie entièrement en votre prudence. Dites-moi que tout est arrangé. Quoi qu'il faille encore garder le secret quelque temps. Ah, combien j'ai besoin d'être sûre que mon malheur soit décidé, de ne plus rester en suspens et d'employer toutes les forces de mon âme à me guérir d'un sentiment inutile et coupable. Ces paroles incohérentes, cet aveu positif de son amour pour Maria, affectèrent beaucoup Elinor, au point même de l'empêcher de parler. Et quand elle se sentit un peu remise, il succéda à ce trouble un extrême embarras de répondre convenablement. L'état réel des choses entre sa sœur et M. Willoughby lui était trop peu connu pour qu'elle ne craignît pas de la compromettre en disant trop ou trop peu. Cependant, comme elle était convaincue de l'affection de sa sœur pour Willoughby, qui ne laissait aucun espoir au colonel, quel que fût l'événement, étant bien aise d'ailleurs d'épargner à Maria le blâme auquel elle donnait lieu si souvent, elle jugea plus prudent d'en avouer davantage qu'elle n'en croyait elle-même. Elle lui dit donc que, quoiqu'elle n'eût jamais été informée par eux-mêmes des termes où ils en étaient, elle n'avait aucun doute de leur affection mutuelle, et qu'elle n'était pas surprise d'apprendre leur correspondance. Le colonel l'écouta avec une silencieuse attention, et quand elle eut cessé de parler, il se leva et dit avec une voix émue: « Je souhaite à votre sœur tous les bonheurs imaginables. Puisse Willoughby mériter la félicité qui leur est destinée. » Il la salua de la main, leva les yeux au ciel avec l'expression la plus douloureuse et partit. Elinor resta triste et pensive. Cet entretien, loin de lui avoir apporté quelque consolation, laissait un poids sur son cœur. Ses espérances du mariage de sa sœur s'étaient, il est vrai, renouvelées, mais serait-elle heureuse? Les vœux du colonel avaient quelque chose de sombre. Il semblait en douter. Le malheur de cet homme intéressant l'affligeait aussi. Elle déplorait la fatalité qui l'avait entraînée dans un amour sans espoir. Et cette conformité dans leur situation redoublait encore l'intérêt qu'il lui inspirait. « Pauvre Brandon !» s'écriait-elle, et son cœur oppressé disait ainsi: « Pauvre Elinor !» Elle ne savait plus ce qu'elle devait désirer. Et sur quelque objet qu'elle arrêta sa pensée, c'était avec un sentiment douloureux. Rebonjour. Je crois qu'on est déjà au 6e vlog lecture sur Raison et sensibilité de Jane Austen. On est arrivé à une petite moitié, il me semble, du 2e volume de Raison et sensibilité. On est page 84 sur 176. Alors, moi je ship trop Brandon. Colonel Brandon et Maria, mais à fond les ballons. Maria me fait vraiment mal au cœur. Enfin, je le sens pas du tout, Willoughby, je le sens pas du tout. Soit il voulait s'amuser avec elle, puis elle l'a mis un peu sur un piédestal, et c'est sans doute son premier coup de cœur à Maria. Donc, je pense qu'elle a un côté très naïf, puis elle est très passionnée, très emportée. Mais ouais, Willoughby, je le sens pas du tout. Et soit c'est un coureur de dot, pardon, ou après il a peut-être tout simplement besoin aussi de se marier bien. C'est-à-dire de trouver une femme qui va lui permettre d'avoir une dot suffisamment confortable pour qu'il puisse vivre aussi, qu'ils puissent vivre à deux et avoir une famille. Donc d'un côté ça se comprend, mais d'un autre on ne berce pas les gens d'illusions non plus. Et là je pense que
je pense vraiment qu'il est en train de ghoster Maria et que Maria, bah, elle est malheureuse comme les pierres. Et je trouve ça super triste de les voir toutes les deux pas si bien que ça. Parce que bon, Maria, elle est comme ça, quoi. C'est, oh, il va venir, oh non, il est pas là. Oh, il va venir, oh non, il est pas là. Oh, il y a une lettre, c'est pour lui, c'est lui. Ah non, c'est pas lui. Maria, elle est comme ça. Enfin, elle me fait un peu pitié, Maria. Enfin, je trouve ça dommage, mais je l'excuse dans son comportement parce que je pense que c'est son tempérament qui est très, très passionné. Elle n'arrive pas à se raisonner là-dessus. Elle peut essayer de faire des efforts, mais c'est pas non plus dans sa nature de faire semblant. Je pense qu'elle en est incapable. Alors qu'Elinor, qui est plus raisonnable, justement, elle, c'est Nana qui va de l'avant. Alors que bah, Maria, elle s'effondre en fait. Et c'est hyper dommage. Et Brandon, en fait, enfin, le colonel Brandon qui vient vraiment déclarer ses sentiments à Elinor, je trouve ça super choupi. Non mais il me fait un petit coup de cœur, le colonel Brandon. Peut-être que du coup, Edward Ferrars, il était peut-être un petit peu fade par rapport à lui, mais moi, le colonel Brandon, franchement, il me donne très envie. Et ça me fait rire, en fait, il y a vachement d'humour dans ce livre aussi, bah, comme dans Orgueil et Préjugés, je l'ai trouvé très fin. Catherine Morland, il faut vraiment que je lui redonne une chance, parce que je ne l'avais pas aimée à la première lecture, mais je me suis dit, je dû passer à côté. Après, comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas habituée à lire des classiques. J'ai pas une culture classique très poussée. Les lectures qui m'ont été imposées quand j'étais au collège ou au lycée, alors soit j'accrochais et c'était super comme le Horla de Maupassant, soit c'était subi comme La légende des siècles ou 93 de Victor Hugo. Mais j'ai pas dit mon dernier mot avec Victor. Victor, attention. En plus, je suis allée pas loin de chez toi. S'il a bien vécu à Jersey. Il a vécu à Jersey, hein. Je sais plus. J'étale ma science, hein, qui est peut-être fausse. Enfin bref, je trouve que le truc qui me fait très rire en fait dans Raison et sensibilité, et on voit vraiment tout le talent qu'a Jane Austen à observer sans doute et rendre compte surtout des comportements en société. Donc Madame Palmer, elle est trop drôle. Enfin, elle qui arrête pas de papoter. Monsieur Palmer on a l'impression qu'on le traîne partout. Il a pas envie d'y aller, il a pas envie de causer, il a pas envie d'être là, il a pas envie de jouer, il a pas envie d'être poli. Et puis de temps en temps, il a un petit pic de. Il se réveille et puis ah bonjour madame, comment allez-vous? Et puis il se barre. J'adore. Alors que Madame Palmer, en fait, elle est ultra envahissante. Madame Jennings, elle s'est un peu temporisée, je trouve, Madame Jennings. Sir George, il est hyper attachant, mais il n'est pas très fut. Lady Middleton, je pense qu'elle les apprécie pas tant que ça, les demoiselles d'Ashwood, mais que bah, comme elle n'a pas trop le choix, elle le fait. J'ai l'impression que je commence un petit peu moins à accrocher au niveau de la lecture à voix haute aux tournures de phrases qui sont plus compliquées. Alors, en revenant à Raison et sensibilité, j'ai pas l'impression qu'on ait plus de nouvelles que ça d'Edward Ferrars, à part ce que Lucy Stills a dit, qui avait l'air comme. Je vais juste répéter ce que j'ai dit dans le précédent vlog, mais je la sentais pas non plus, Lucy, parce qu'elle me paraît manipulatrice aussi. Je suis même à me demander si elle n'est pas plus ou moins accoquinée, entre guillemets, avec Willoughby, elle. Je sais pas s'il n'y a pas un truc pour. Je sais pas, je la sens pas. Et je sens pas Willoughby, bref. J'arrive pas à faire de lien vraiment, donc c'est des théories pardon, qui sont sûrement un petit peu dans le vague comme ça, mais ouais, Lucie, j'ai pas confiance en elle et j'ai pas confiance en Willoughby. J'espère que Maria va peut-être un petit peu ouvrir les yeux sur le colonel Brandon, ou Brandon va réussir peut-être à l'accrocher sur quelque chose avec elle, et elle va se rendre compte pardon, de l'intérêt qu'il lui porte. Je pense qu'elle le sait déjà, mais qu'elle s'en fout. Et
j'espère aussi, mais alors du coup je sais pas comment non plus, que Edward Ferrars et Elinor ça va être possible parce que ça va bien, ça matche bien aussi ces deux-là. Ça matche bien le couple qui se ressemble et qui s'assemble, Elinor et Edward, et ça matche bien le couple des opposés qui s'attirent, pardon, Maria et le colonel Brandon. Et on a toujours le mystère de pourquoi est-ce qu'il est parti à Londres si précipitamment. Parce qu'il y a la rumeur en fait comme quoi il est parti pour s'occuper de sa fille naturelle. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est quelque chose qui peut être vrai. Parce qu'à mon avis c'est des choses qui se faisaient, enfin qui se savaient, qui se faisaient, mais ouais. Je pense qu'il a pu le faire, parce que le colonel Brandon, il a quand même montré, enfin il a parlé, il a exprimé, on a dit de lui aussi qu'il avait aimé très fort quelqu'un, qu'il soit l'a laissé tomber comme une vieille chaussette, ou enfin je crois que c'est ça, c'est une rupture qui est douloureuse et qui n'a pas été digérée. Donc à voir. En tout cas, je suis très contente de continuer cette lecture avec vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires même si vous savez, etc., ce qui se passe. Évitez de spoiler par contre si c'est possible. C'est quand même un milieu où il y a beaucoup de commérages. Mais beaucoup. Parce que du coup, que le colonel Brandon il sache que les filles sont arrivées, que Maria, elle est peut-être plus ou moins déjà mariée avec Willoughby, tout ça. Alors, est-ce que c'est pas aussi des trucs qu'on essaye de lui dire pour le pousser dans ses bras, pour le pousser à se dévoiler, etc. Parce que peut-être que Maria aussi, en fait, elle attend juste d'être aimée et d'être aimée réellement. Donc là, pour le moment, c'est clair, elle n'envisage pas du tout le colonel Brandon, mais je pense que c'est un vrai passionné, mais qui le cache très bien. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à partager aussi les vidéos si c'est quelque chose qui vous plaît, si vous pensez que votre voisin, que votre mère, que ça pourrait vous plaire. Votre grand-mère aussi, ça ne va pas du tout me vexer. Pas du tout. Donc voilà. À la prochaine. Il est lundi 5 juin. Il est pas tout à fait minuit. Il est 23h59. Je suis comme plutôt que d'habitude. Allez, j'y vais.